à toutes et bonjour à tous. On a toujours cette émotion quand même de commencer le festival finalement ici. Il y a eu une projection hier à Bourg qui a déjà eu un grand succès autour du film de Jérémy Régnier. Et puis là, on enchaîne et ce moment, c'est un moment qui nous tient à cœur, qu'on est en train de ritualiser parce que c'est la 3e année chez Soho, donc vraiment au cœur du bourg, avec l'idée d'accueillir en fait le sujet du fil rouge qui sera cette année le lien entre le cinéma et la démocratie. On a eu cette punchline de dire aux arcs citoyens. Bonne idée de Pierre-Emmanuel, évidemment, qui adore ce genre de blague. Blague à part, en tout cas, c'est un moment important pour nous. On aime bien mettre des idées et d'utiliser le cinéma pour les explorer. On aime avoir un ancrage local, comme vous le savez. Donc c'est pour ça qu'on fait tout un travail avec la cité scolaire et ça je vais vous en parler. Cette rencontre va se passer en 3 temps. Le premier temps c'est que moi d'abord je vais vous présenter nos intervenants évidemment. Je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée auprès des 270 lycéens de la cité scolaire sur le rapport qu'ils entretiennent avec la démocratie. Et je vois qu'il y a quand même quelques jeunes dans la salle donc c'est trop sympa que vous soyez là. Deuxième temps, on aura un échange donc entre nos invités que je vais vous présenter. Quand même vous dire que c'est vrai qu'on a un titre qui est assez ambitieux pour la discussion d'aujourd'hui. Comprendre l'époque, jeunesse, populisme, géopolitique et cinéma. C'est quand même tout un programme. Donc jeunesse, parce qu'elle est quand même au cœur de toutes les contradictions, n'est-ce pas? Mobilisée, désillusionnée parfois, ultra connectée et pourtant en quête de sens. Les populismes, ils progressent partout, malheureusement. La géopolitique qui s'invite dans nos vies quotidiennes à un niveau qui est quand même assez inédit. Et puis, au milieu de tout ça, le cinéma qui reste un miroir, un laboratoire, une mémoire et pourquoi pas un lieu de résistance. Donc, on a la grande chance aujourd'hui d'avoir quand même 2 personnes que j'admire personnellement beaucoup, que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, Marc Lazare. Marc, tu es professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Tu es titulaire d'une chaire Relations franco-italiennes pour l'Europe à l'Université de Rome, l'Université Luis, spécialiste des gauches européennes, de la vie politique française et italienne, et tu es aussi un analyste assez incontournable en fait des populismes contemporains. Tu as consacré de nombreux travaux à la transformation des démocraties, dont Peuplocratie, et plus récemment pour l'amour du peuple, une histoire du populisme. Voilà, et ça, vous pourrez avoir votre petite dédicace de Marc à la fin de cette discussion. Donc en fait, ça fait 30 ans que tu observes les démocraties au plus près, dans leurs tensions et dans leurs mutations. Il y a de quoi faire en ce moment. Ce qui fait de toi quand même un guide précieux pour nous accompagner dans ce fil rouge. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Léna Mogé. Léna, toi, tu as été pendant des années reporter sur le terrain, puis rédactrice en chef de 21 et de 6 mois, 2 revues majeures du journalisme qu'on appelle narratif. Tu as travaillé en Géorgie, dans les Balkans, en Afghanistan, autant de terrains où l'histoire s'écrit dans la tension, le mouvement, parfois la rupture. Aujourd'hui, tu es directrice de collection chez Stock. Tu es aussi l'autrice, avec Stéphane Remel, du livre Enquête devenue une référence, Les évaporés du Japon. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tu as cofondé Cometa. Alors là, on va montrer aussi la revue. Voilà, dans toutes les bonnes librairies et points de vente. Et que je vous recommande vraiment chaleureusement parce que c'est vraiment une revue très, très spéciale et très passionnante en ces temps bousculés. Donc c'est vraiment l'idée c'est une revue indépendante qui choisit le temps long pour raconter le monde là où il bascule, sans publicité, avec des enquêtes, des récits et des images. Le festival est heureux d'en être le partenaire, parce que c'est vrai que Cometa nous a rejoints cette année. C'est pour ça que ton travail, ta manière de regarder le monde et de faire entendre les voix invisibles sont essentiels pour comprendre cette époque. Le truc qui est quand même un peu rigolo quand même, c'est que Léna, tu es étudiante de Marc. Il y a quelques années, et quand on a eu l'idée... Voilà. Quand on a eu l'idée de créer cette discussion, Marc m'a dit Léna, en fait, c'était une de mes étudiantes, donc très bien. Voilà, c'est ça. Donc, le temps moi, je vais passer à la présentation en fait des résultats de l'enquête. Je remercie au passage les professeurs qui sont là et qui nous ont aidés à transmettre, à préparer aussi les étudiants. Je remercie les lycéens qui sont là. Et franchement, vous n'êtes pas majoritaires, mais on va venir vous voir au lycée lundi aussi pour parler de tout ça. Et donc, on est parti sur la présentation de cette enquête. Et après, discussion entre vous deux en réaction avec cette enquête.
Donc l'enquête Cinéma et démocratie, cité scolaire de Bourg-Saint-Maurice. Donc, encore une fois, je ne vous représente pas notre fil rouge, mais quand même l'idée que pour nous, en fait, mener cette enquête, ça nous permet aussi de ne pas être hors sol, quoi. C'est-à-dire que ce sujet-là, on l'ancre dans le territoire et on voit comment les gens d'ici l'appréhendent et surtout notre jeunesse, nos jeunesses. Alors, donc on voit 270 élèves interrogés. Ce n'était pas du tout démocratique puisqu'en fait, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils répondent. Ils avaient le choix de leur réponse en revanche. Lycéens entre 15 et 17 ans, à peu près la moitié habitent à Bourg-Saint-Maurice, 32% dans un village, 17% en station. Donc, ce qu'ils retiennent, alors la première chose, c'est ce qui frappe d'abord, c'est que malgré ce qu'on pourrait croire, ils savent très bien, les lycéens de Bourg-Saint-Maurice, ce qu'est la démocratie. Le vote, la liberté d'expression, l'idée que le pouvoir appartient au peuple. Ils ont le bon vocabulaire, mais derrière, il y a parfois un doute. Pour 1 sur 10, voilà, c'est ça. Pour 1 sur 10, la démocratie, ça ne marche pas vraiment. Donc c'est beaucoup quand même. Hein. Ensuite, là, ça se corse, c'est le rapport aux responsables politiques. On a quand même 40% qui se sentent ni écoutés, ni représentés, et 64% estiment que les responsables sont plus corrompus qu'honnêtes. Bon, paradoxalement, ils s'intéressent à la vie locale. 90% savent qui est leur maire, et plus de bon, il se trouve que c'était pour certains leur professeur aussi à un moment, bon, et un ancien en tout cas professeur, et plus de 60% connaissent la date des prochaines municipales. Donc c'est une jeunesse qui est attentive, mais qui a du mal à faire confiance. Sur le sentiment démocratique, il y a ce chiffre qui nous fait évidemment réfléchir, sans nous surprendre totalement quand même dans le contexte actuel, c'est que 50% des lycéens interrogés pensent que la démocratie fonctionne plutôt mal en France. Sur le sujet de l'implication, quand on leur demande si la démocratie les concerne, les réponses dessinent deux jeunesses. Alors il y en a une première qui est engagée, près de 70%, 69% se sentent concernés un peu ou beaucoup. Et une autre plus distante, on a 17% qui ne savent pas et 13% qui ne se sentent pas concernés du tout. Ce fossé, c'est quand même un des grands enseignements de cette enquête. Ensuite, il y a les menaces qui pèsent sur la démocratie. Et il y a d'abord ce chiffre qui nous fait quand même froid dans le dos, c'est que 60% des lycéens pensent que la démocratie est menacée en France et dans le monde. La première menace d'après eux, c'est la désinformation, la violence et la montée des régimes autoritaires. Mais c'est vrai que la désinformation et les fake news, c'est ce qui arrive quand même en premier dans les inquiétudes des lycéens. Ensuite, sur les sources, les dangers sur la désinformation, donc 97% ont déjà croisé une image manipulée et 80% pensent que les images créées par l'intelligence artificielle représentent un danger pour la démocratie. Mais dans le cinéma, le regard est plus nuancé puisqu'on a 34% qui voient l'IA plutôt comme une menace pour la créativité et 15% comme une opportunité et 50% les deux à la fois. Ouais, c'est difficile avec le soleil peut-être de voir les slides. Bon, c'est pour ça que... Ah, c'est le poteau. Ah, ça, sur le poteau, je ne peux pas faire grand-chose non plus, en fait. On passe ensuite à leur source d'information. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que la première source d'information qui est donnée par ces jeunes, c'est la famille. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de se renseigner, ils vont d'abord vers la famille, puis la télévision et la radio, près de 50%, puis la presse. Et les réseaux sociaux ne viennent qu'en 6e position, avec 26%. Donc c'est très loin des clichés qu'on pourrait avoir. J'avoue que j'ai l'impression que c'est loin de mes enfants aussi, mais c'est un autre sujet. Sur le sujet de l'engagement, on est donc on est face vraiment à une population de jeunes engagés. 90% ont déjà voté au lycée, 34% ont participé à des projets associatifs et 17% à des mobilisations. Sur les sujets qu'ils veulent défendre, alors les moteurs sont très clairs. L'injustice et les inégalités à 70%, les droits humains 60%. Et quand on leur demande sur quel sujet ils veulent être entendus, il y a deux thèmes qui ressortent. Le premier, c'est la condition des femmes, l'égalité femmes-hommes, et le deuxième, c'est l'éducation. Ce qui nous a quand même frappé, c'est que l'écologie et le climat n'arrivent qu'en 5e position. Donc c'est vrai que là, on est dans une génération où c'est un sujet qui est vraiment en train de passer derrière d'autres sujets d'inquiétude et d'engagement.
Ensuite, sur le lien entre le cinéma et démocratie, pour eux, c'est vraiment un outil démocratique. Et là-dessus, c'était démocratique. Ils pouvaient vraiment répondre comme ils voulaient, je vous l'assure. Donc, ça les fait réfléchir, ça ouvre des discussions, influence la manière de voir le monde. La moitié, donc quand même 50%, dit qu'un film, une série ou un documentaire leur a déjà permis de réfléchir aux notions de liberté, de démocratie ou de justice. Et donc nous, c'est vrai que c'est exactement pour ça que ce fil rouge existe. On s'est dit c'est le moment ou jamais. Et puis après, on a vraiment eu un petit plaisir, quand même, vraiment une petite émotion en voyant que on a eu souvent des films qui ont été cités comme ceux qui les avaient les plus marqués, qui étaient des films qu'on avait projetés dans le cadre du festival. Et notamment Mon Capitaine de Matteo Garonne, qui était un des invités d'honneur l'année dernière et qui n'est pas un film complètement facile d'accès et en même temps qui revient comme ayant été très marquant pour les lycéens. Voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est notre jeunesse locale, donc à la fois méfiante et lucide, inquiète et engagée. Une jeunesse qui veut comprendre et qui surtout a envie d'être entendue. Ça on le sait, on le sent. Je pense que c'est un bon point de départ pour vous. Je vais vous laisser maintenant le micro. Léna, toi, en tant que spécialiste de l'information, quand même, tu pourras nous parler notamment de comment on travaille sur le terrain, comment on analyse les peurs. Et je sais que tu auras aussi quelques questions pour Marc. Et puis toi, Marc, évidemment, relier ces résultats à une enquête notamment d'envergure à laquelle tu avais été associé avec l'Institut Montaigne. Et je vous laisse la parole. Mais en tout cas, bravo les jeunes. Merci d'avoir joué le jeu, même si vous n'aviez pas le choix. Et merci d'être là. À vous. Bon, on va peut-être commencer par toi, Marc, parce que je ne pensais pas un jour me retrouver à poser des questions à mon ancien professeur devant un public. Donc je suis ravie d'être là. Et ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Ça me semble très intéressant de commencer par toi, de relier cette enquête locale à l'enquête nationale que tu as menée pour l'Institut Montaigne. Donc, c'est une enquête beaucoup plus large puisqu'il s'agit de 6000 jeunes de 18 à 24 ans. C'est une enquête qui a été menée avec un sociologue du CNRS qui s'appelle Olivier Galland et qui s'appelle Une jeunesse plurielle. Alors toi qui travailles depuis 30 ans, peut-être plus, sur les questions de démocratie, pourquoi avoir mené cette enquête à ce moment-là de notre histoire française et de quelle peut-être préoccupation est née cette enquête-là? Merci. D'abord, merci de l'invitation. En fait, c'est en 2021. Alors, l'Institut Montaigne, c'est ce qu'on appelle un think tank. C'est un organisme qui fait des études pour éventuellement faire des recommandations, ce qui n'a pas été le cas de cette enquête. Il se trouve que je suis associé à cet institut. Et en 2020, on avait une réunion pour savoir quels allaient être les grands thèmes d'enquête que cet institut fait. J'avais proposé l'enquête jeunesse pour deux raisons. D'une part, parce que très souvent, il y a cette idée qu'il y a une sorte d'énorme écart entre les générations, qu'on ne comprend plus les jeunes, ce qui est assez récurrent hein, en fait dans l'histoire. Et puis deuxièmement, parce qu'il y avait la perspective des élections présidentielles de 2022. Donc l'Institut Montaigne nous a donné beaucoup d'argent, non pas à nous individuellement, hein, mais pour faire cette recherche, parce qu'une enquête sur 6000 personnes, 6000 jeunes représentatifs, ça coûte très cher. Et on a fait cette enquête en 2021, d'une part avec l'idée d'essayer de voir comment était cette jeunesse après le Covid. Donc vous pouvez télécharger cette enquête pour ceux que ça intéresse, et notamment les jeunes qui pourraient éventuellement être intéressés par ça. Est-ce que le Covid les avait marqués ou pas? La réponse est oui. Après, on a eu un grand débat avec Olivier Galland, qui est un vrai spécialiste en tant que sociologue de la jeunesse. Est-ce que ça va être quelque chose pour toujours? C'est-à-dire, est-ce que c'est un événement traumatique qui va marquer cette génération, ou est-ce que c'est un effet conjoncturel? Moi, j'étais sur la première hypothèse, ça va les marquer longuement. Olivier Galland, qui est encore une fois le spécialiste, me disait non, ça passera, c'est pas aussi important que ça. Peu importe. Deuxième point, on leur posait des questions sur leur vie, et puis, c'est ça l'essentiel, enfin pour aujourd'hui, c'était le rapport à la démocratie. Et il y a beaucoup de choses convergentes avec cette enquête, ça c'est tout à fait frappant, c'est-à-dire à la fois un attachement a priori à la démocratie, c'est important de voter massivement, mais en même temps, l'idée que la démocratie est importante, c'est très fort, mais comment dire, une interrogation, plus qu'une interrogation, on ne se reconnaît pas dans l'offre politique. Et là, c'était plus de 55% qui disaient on ne se reconnaît pas, ou on est incapable de se situer. Quand on leur demandait de se situer,
la majorité, non, c'était exactement 43%, disaient on est incapable de savoir qui est de gauche, qui est de droite, on ne sait pas où se placer. Donc, c'est vraiment un écart avec ce qu'on appelle dans notre jargon l'offre politique, c'est-à-dire les différents partis politiques, les leaders qui se présentent devant les élections. Donc, à partir de ça, on a essayé de creuser un peu et on a vu qu'en fait, on parle à la fois d'une jeunesse et des jeunesses au pluriel. Ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé une jeunesse plurielle, parce que tu as fait cette enquête ici, mais nous, on a essayé d'avoir une représentation très large de la jeunesse, et il y a beaucoup de différences entre les jeunes. Ce n'est pas la même chose d'être jeune dans un grand établissement d'une grande ville, d'être dans une ville comme Bourg-Saint-Maurice, et puis d'être dans des périphéries ou dans des petites villes. Ça dépend aussi du niveau d'instruction. 18-24 ans, on commence à avoir des cheminements différents, et on voyait des gros écarts, notamment sur un certain nombre de questions et le rapport à la politique. Je termine vraiment cette première intervention autour d'une chose qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on a publié cette enquête en début 2022. N'y voyez aucune immodestie de ma part, elle a eu un énorme impact, mais vraiment un énorme impact. C'est-à-dire qu'on a fait quasiment un tour de France pour présenter cette enquête dans des universités, dans des lycées techniques, auprès des Compagnons de France. Enfin, plein de gens ont été très, très intéressés, différents organismes, des chefs d'entreprise. Bon, très bien. Et à la fin, moi, j'avais écrit dans l'introduction « Espérons que les candidats à l'élection présidentielle s'empareront de cette enquête ». On a été... Alors, je ne peux pas dire de là. On a reçu une réponse parmi tous les candidats d'une femme, je ne dis pas laquelle, qui a demandé à nous voir. Une. Et en fait, on a eu une réunion de travail avec son équipe qui a passé son temps à être sur leur téléphone portable, qui n'écoutait absolument rien de ce qu'on racontait, qui nous ont remerciés en disant que c'était très intéressant. Aucun autre candidat ou candidate nous a reçus. Et après, ils se sont tous lamentés sur le taux d'abstention à l'issue de l'élection présidentielle, et en particulier des jeunes, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments d'information dans cette propre enquête. La transition est parfaite, puisque tu as publié Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties chez Gallimard, avec un sociologue italien qui s'appelle Ilvo Diamanti, dans lequel vous analysez le phénomène populiste. Alors, l'étymologie grecque de démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc pourquoi ce mot, ce néologisme très bizarre, peuplecratie? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, c'est mon collègue et ami Ilvo Diamanti qui est coutumier. Il écrit dans un journal régulièrement qui s'appelle La Repubblica, et il est coutumier d'inventer des mots, d'avoir un certain type d'expression. Il y a même eu des thèses maintenant sur sa manière de s'exprimer, et il a proposé cette notion. Pourquoi? Parce que, et c'est, je crois, ça s'est vérifié, cette idée qu'il avait au départ, c'est-à-dire que la démocratie, c'est bien sûr le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais dans nos démocraties contemporaines, même si c'est justement un point de plus en plus discuté, il n'y a pas que cette expression de ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Les démocraties contemporaines, progressivement, ça a été un long processus, ont inventé un système où il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, bien sûr, les cours constitutionnelles, un ensemble comme ça d'organismes qui correspondent à une idée. Il faut pas, bien sûr qu'il faut donner le pouvoir au peuple, il faut donner le pouvoir aux représentants du peuple, mais il faut arrêter l'oubris, la tentation que peuvent avoir les politiques d'aller jusqu'au bout de leur pouvoir. Et donc il y a des contre-pouvoirs, notamment pour respecter l'état de droit et la Constitution. Or, et c'était l'idée de Ilvo Diamanti, donc je rends à César ce qu'il faut rendre à César. C'était l'idée, nous sommes rentrés 2018 en Italie, le bouquin a été publié en français en 2019, et il y a de plus en plus de forces politiques, ce qu'on appelle les populistes, on y reviendra sur la définition, qui disent non. À partir du moment où on a l'expression de la souveraineté populaire, cette expression de la souveraineté populaire est sans limite. J'ai gagné les élections, je fais ce que je veux parce que j'ai la légitimité du suffrage. On n'avait pas anticipé Trump, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, on y reviendra. Et donc, cette peuplecratie, c'est l'idée qu'on est passé dans peut-être en ce moment, même certainement de plus en plus, dans une forme de démocratie où c'est plus justement simplement la démocratie telle qu'on s'est constitué progressivement les démocraties contemporaines, mais quelque chose de nouveau qu'on a qualifié de peuplecratie, qui en plus a d'autres caractéristiques. C'est une démocratie immédiate, dans deux sens du mot. D'une part immédiate sans les médiations qui avaient caractérisé les démocraties classiques,
le Parlement, les partis politiques, les différentes associations, même si la vie associative reste très florissante, mais surtout les partis politiques qui ont de moins en moins d'influence. Donc, c'est justement l'idée du peuple dans son absolu. Et d'autre part, ça c'est la donc immédiateté, dans le sens que on n'a plus besoin de médiation. Et si on n'a plus besoin de médiation, qu'est-ce qui est triomphe? C'est l'incarnation. Et l'incarnation à travers quoi? Un leader ou une leader. Et donc, il y a un rapport direct avec le peuple. Et deuxième élément de la démocratie immédiate, c'est le rôle justement des médias, et en particulier des réseaux sociaux, qui, du coup, instaurent une temporalité qui fait exploser les formes classiques de la démocratie. Parce que les formes classiques de la démocratie, je le dis surtout pour les jeunes, parce que c'est très difficile à faire comprendre maintenant, c'est que, justement, il y a une temporalité qui peut être une temporalité lente. Et pourquoi c'est une temporalité lente? Parce que quand il y a des dossiers à examiner, il faut avoir une certaine expertise. Ça ne veut pas dire que cette certaine expertise est réservée aux experts, mais en tout cas, il faut prendre du temps. Et prenons un sujet extraordinairement chaud aujourd'hui, l'immigration. Très bien, comment régler ce problème? Il faut faire des expertises, il faut délibérer, et c'était justement la raison du Parlement. Et la délibération, ça prend du temps. On peut même penser que des parlementaires qui ont été élus sur une certaine idée peuvent changer d'idée lors des débats parlementaires. Je prends toujours le même exemple. Vous pouvez avoir élu, vous avez décidé d'élire par exemple quelqu'un qui au moment en France de la réforme sur le mariage pour tous, vous élisez un candidat ou une candidate qui dit « moi je suis résolument contre » et si vous m'élisez, j'irai voter contre, et qui pendant tout le temps du débat, pendant la délibération, va évoluer, peut-être par opportunisme, parce qu'il voit les sondages, il voit que de plus en plus de Français sont d'accord avec ça, mais peut-être, et on en a vu certains, par pure sincérité, qui comprennent qu'il y a un enjeu différent, c'est plus compliqué, qui vont changer d'opinion et qui vont voter pour la loi pour laquelle, justement, ils avaient été élus pour ne pas la voter. Et ils s'expliqueront devant leurs électeurs après. C'est le temps de la délibération. Et ça prend du temps. Or, aujourd'hui, la temporalité, c'est celle de l'urgence. Et par conséquent, si c'est celle de l'urgence, c'est celle de la simplification. Et c'est là où s'engouffre, justement, un certain nombre de partis et de mouvements qui vont dire, comme on le dit en français, yaka, yaka, et notamment par, justement, l'expression sur les réseaux sociaux. Ça, c'est en train de faire tendre, littéralement, la démocratie. Ça la bouleverse complètement. Et c'est pour ça que cette notion de peuplocratie, je vais pousser un tout petit peu le raisonnement. La peuplocratie, c'est cette idée donc de la démocratie immédiate. Il n'y a plus de médiation, c'est l'incarnation, donc c'est la personnalisation, la médiatisation à outrance, et c'est la temporalité de l'urgence. Et si c'est une peuplocratie, quand on a fait ce livre en 2018, c'était l'idée, on est en train de passer dans quelque chose d'autre. Mais maintenant, on sait quelle est l'étape suivante. C'est ce qu'on appelle la démocratie illibérale. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou on dit... Si tu spoil ma question suivante, mais c'est pas grave. Je vais juste rebondir sur... Tu as parlé de tous les débats sur l'immigration, etc. Et quand on parle de populisme, de danger pour les démocraties, revient souvent cette question, est-ce que ce populisme est de droite ou de gauche? Et est-ce que le populisme est nécessairement xénophobe? Alors d'abord, merci. Mais je vais d'abord essayer de définir ce mot, parce qu'on l'emploie à tort et à travers. Les responsables politiques s'accusent mutuellement d'être populistes, donc c'est stigmatisant, c'est infamant. Ceux qui sont accusés disent c'est pas vrai, je suis pas populiste, ou au contraire disent oui, je suis populiste parce que moi je suis près du peuple et c'est pas ton cas. Et puis, je suis désolé de dire ça, chère Léna, dans les médias parfois, mais toi tu es dans un média sérieux, mais temps long. Et de temps long, voilà. Mais en même temps, je comprends, moi je le dis aux journalistes, c'est pas une critique des journalistes, mais vous avez peu de signes quand vous faites un article, vous avez peu de temps quand vous êtes à la radio ou à la télévision, et vous allez dire, ce candidat, il est populiste. Donc, quelques mots d'abord sur cette notion. C'est une notion très difficile à définir, c'est un mot valise, c'est un mot fourre-tout, mais je crois qu'il y a 3 éléments de définition qu'on peut combiner après à chaque cas d'étude, en quelque sorte. Le premier, c'est l'idée que le populisme repose sur une forme d'idéologie, pas tellement structurée, très souple, très labile, on peut dire très pragmatique, qui consiste à opposer un peuple uni, homogène, vertueux, qui possède un sens commun et donc la vérité, contre une petite élite corrompue
On le voit très bien dans l'enquête, les jeunes disaient corrompus. Votre jugement, votre analyse, elle est partagée par tous les Français actuellement. Vous êtes exactement dans ce que disent toutes nos enquêtes. Et dans l'enquête Montaigne qu'on avait faite, c'était la même proportion. Je crois même qu'elle était plus importante. Donc l'idée, ils sont tous corrompus. Ils font semblant d'avoir des désaccords, mais en fait, c'est la même chose. Bon. Et puis, ils nous dominent, ils nous écrasent. Donc ça, c'est la première définition. C'est l'opposition entre un peuple vertueux et puis des élites corrompues, dominatrices. Puis il y a une deuxième définition, c'est que le populisme, c'est une forme de stratégie. C'est un style. Stratégie liée justement à ce que j'ai dit sur cette évolution de ce que nous, on appelle dans notre jargon la peuplocratie. C'est-à-dire, c'est le temps de l'urgence. C'est le temps, justement, où il faut être court, il faut être démagogique. La politique a toujours eu une part de démagogie, mais on va jouer encore plus dans la démagogie, dans la simplification, pour arriver au pouvoir. Et puis, justement, on va avoir, et ça c'est une différence fondamentale avec la démocratie classique, disons, un peu, j'allais dire, portée un peu à excès, mais pour bien faire comprendre la différence, on n'a pas des adversaires. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on est en compétition, mais qu'on respecte. On a des ennemis. Et ces ennemis, il faut les anéantir. Alors, Dieu merci, actuellement, pas physiquement, mais en tout cas symboliquement. Il faut littéralement exterminer, je fais exprès d'employer ce verbe très fort, celui avec lequel on est en confrontation. On ne le respecte pas, hein, de toute façon. Et puis, du coup, c'est un certain style. Alors, dans certains cas, on va faire peuple, on va parler avec un certain type de langage, on va rompre avec les habitudes de la politique, le tout pour arriver au pouvoir. Et éventuellement, si on arrive au pouvoir, de le gérer avec ce style-là. Puis la troisième définition, c'est un populisme qui serait l'expression d'une forme de culture populaire, de culture venue du bas contre la culture du haut, la culture des classes dominantes qui nous impose un certain type d'attitude, de réflexion, de comportement. Et donc, le bon sens populaire opposé à ce qui serait justement la culture des élites. Voilà quelques éléments de la définition du populisme. En même temps, ce populisme, c'est un phénomène global, de plus en plus présent dans les sociétés européennes et occidentales, particulièrement fort dans notre pays, bien sûr, mais il peut être de gauche ou de droite. Alors pourquoi, alors que je viens de dire, le populisme, c'est une idéologie qui repose sur l'opposition entre un peuple et une minorité, pourquoi je réintroduis et pourquoi nous réintroduisons ces notions de gauche et de droite? Parce que c'est une tension interne au populisme en France. Et pourquoi est-ce une tension interne? Parce qu'en France, nous sommes le pays qui a inventé, comme vous le savez, le clivage gauche-droite depuis la Révolution française. Alors les partis peuvent être en difficulté, on le sait très bien, quand vous interrogez beaucoup, quand nous vous interrogeons, vous Français, les gens disent on ne se reconnaît plus beaucoup dans cette notion-là. Mais quand on vous demande, dans toutes les enquêtes, maintenant on va faire une ligne. Et est-ce que vous acceptez de vous situer à gauche et à droite? Là, les gens répondent. Hein, donc oui, en gros, je ne me reconnais pas, parlons clair, dans le Parti socialiste, dans la France insoumise, dans les Républicains, etc. Mais si vous me demandez gauche-droite, quand même, en général, d'ailleurs, les gens disent, surtout à gauche, ils disent, quand on leur dit pourquoi vous êtes de gauche, parce que je ne suis pas de droite. L'inverse est moins vrai. Hein, il y a beaucoup plus de ce point de vue-là de conviction. Et donc, en fait, il y a des cultures politiques qui sont ancrées dans nos têtes, qui se transmettent parfois de génération en génération, qui fait que ça persiste au-delà des partis politiques eux-mêmes, qui peuvent être affaiblis. Et donc, oui, par exemple, et parlons très clair, le RN aujourd'hui est traversé par cette tension entre Marine Le Pen qui dit « moi, je suis le peuple contre les élites, je ne veux pas parler de gauche et de droite ». Elle le dit encore récemment dans un entretien que j'ai vu, où elle dit « regardez, moi j'ai été élue à Hénin-Beaumont, c'est une terre de gauche ». Donc, gauche-droite, ce n'est pas mon problème, c'est le peuple contre les élites. On sent bien que Jordan Bardella, lui, est dans une autre logique où il dit union des droites à un certain moment. Et c'est la même chose, je le dis, du côté de la France insoumise, qui est traversée par cette tension permanente entre d'un côté l'idée nous sommes le peuple contre une minorité d'élite, et en même temps, attention, on est aussi de gauche, notamment quand il faut faire des alliances électorales pour les élections. Donc voilà, il y a des populistes de gauche et de droite. Et je termine là-dessus. Ne les amalgamons pas. Quand ils parlent du peuple, ces populistes, ils n'ont pas la même définition du peuple. Le peuple, pour le populisme de droite, en France comme ailleurs, c'est ce qu'on appelle une définition ethno-culturelle. Je défends le peuple français parce que je défends les gens qui ont du sang français. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment français. Ça, c'est la vieille tradition de l'extrême droite. Depuis le 19e siècle,
la France aux Français. C'est le slogan qui surgit à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est priorité nationale, préférence nationale. Donc, il y a des bons Français et des Français de souche et d'autres Français. La conception de la France insoumise, c'est pas ça. Elle a beaucoup évolué au fil du temps, mais aujourd'hui, lorsque vous lisez tout ce que produit la France insoumise, lorsque vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, mais on le retrouve dans tous les autres pays, le peuple pour la France insoumise, c'est le peuple des précarisés, des ubérisés, de ceux qui gagnent de moins de 900 € par mois, c'est le peuple des racisés, c'est le peuple, le peuple créolisé, c'est le peuple métissé, dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Et ça renvoie à deux conceptions de la nation différentes. D'un côté, une nation plus fermée, du côté du populisme de droite, du côté de la France insoumise, une nation plus ouverte aux différentes composantes. Donc, c'est pour ça que moi, je ne les amalgame pas. Il y a des points communs sur certains sujets, mais il y a aussi des différences fondamentales. Ça, vraiment, j'insiste sur ce point, parce que parfois, on dit les populistes, attention, il y a des distinctions fondamentales entre ces populistes. Alors toi, tu es spécialiste de la France et de l'Italie. Quelles conclusions tu tires de l'Italie de Giorgia Meloni aujourd'hui ? Est-ce que les forces qui l'ont conduite au pouvoir en Italie peuvent ressembler à des forces qui conduiraient l'extrême droite en France ? Ou est-ce que c'est deux pays qu'on peut comparer ou qu'on ne peut pas comparer ? Alors, je pense qu'on peut les comparer, sinon je ne passerai pas depuis 30 ans ma vie à essayer de les comparer. Faut que tu leur expliques. Non, mais plaisanterie mise à part, évidemment, ce qui se passe en Italie est suivi de très très près en France, il y a, notamment à droite, mais pas simplement d'ailleurs, il y a une forme de mélonimania qui est en train de se développer en France. Alors, il y a des points communs, mais je vais insister sur les différences. Giorgia Meloni, elle a un passé fasciste. Incontestablement, elle était jeune, elle a adhéré à un mouvement qui s'appelait le mouvement social italien, qui était un mouvement néo-fasciste. Il y a une fameuse interview quand elle a été élue en 2022 qui est passée en boucle sur toutes les chaînes de télévision françaises parce qu'elle avait donné une interview à 17-18 ans à FR3 qui faisait un reportage et elle disait Mussolini a été le plus grand homme d'État. Bon, elle a beaucoup évolué, elle garde une fidélité à une grande partie de son passé, elle n'est plus exactement là-dessus. Elle dirige une coalition des droites. Ça, c'est vraiment très important, qui n'existe pas actuellement en France. C'est-à-dire que depuis les années 90, de l'autre côté des Alpes, depuis les années 90, il y a une alliance programmatique quasiment à chaque élection entre d'un côté le parti qui avait été fondé par Silvio Berlusconi, qui s'appelle Forza Italia, qui est un parti qu'on qualifie de centre-droit, un parti qui au départ est une ligue régionaliste qui s'appelait la Ligue du Nord, et qui, à partir de 2013, s'est transformé sur le modèle du Front National en une formation d'extrême droite, et puis un petit parti qui venait justement du fascisme et qui maintenant porte le nom de Frères d'Italie, Fratelli d'Italia. Donc attention, c'est une coalition. Et elle est à la tête aujourd'hui de cette coalition, avec des positions, notamment, elle, en tant que Giorgia Meloni, qui relève de ce qu'on appelle le national-conservatisme et qui se cristallise sur un slogan qu'elle ne cesse de répéter, Dieu, famille, patrie. C'est-à-dire, l'Italie a une identité chrétienne, ça c'est par rapport à l'immigration. Il faut défendre la famille traditionnelle, quand bien même elle-même n'est absolument pas d'une famille traditionnelle, puisqu'elle a eu un enfant hors mariage, mais peu importe, elle défend la famille traditionnelle et elle valorise la dimension de la nation qu'elle appelle donc la patrie. Très important dans le cas italien, attention, hein, ce n'est pas du tout le nationalisme fasciste des années 20 et 30, c'est-à-dire que ce n'est pas de bellicisme, ce n'est pas une volonté impérialiste, je dirais même que c'est un nationalisme défensif par rapport à la globalisation, par rapport à l'Europe et par rapport au choc migratoire qu'a connu l'Italie. Mais c'est très important parce que pendant des années, dans la République italienne, donc qui est créée à partir de 1946, on n'évoquait pas la nation à cause du traumatisme du fascisme. On n'en parlait pas. Et donc, d'abord, Silvio Berlusconi, en 1994, quand il se lance en politique, il crée un parti qui s'appelle Forza Italia. C'est comme si en France, on créait un parti qui s'appelait Allez les Bleus, hein, pour vous donner une idée. Donc, il y a une valorisation en même temps, bien sûr, des stades de football, mais surtout de ce sentiment italien, de fierté italienne qui s'affirme depuis quelques années, qui n'est pas agressif, mais qui est très fort, très très puissant. Et que moi, j'ai mesuré même dans des enquêtes d'opinion. Et donc, ça, c'est son élément important. C'est une différence très forte avec la France.
Pourquoi c'est une différence avec la France? D'abord, pour le moment, il n'y a pas d'accord programmatique entre les différentes formations de droite, même s'il y a des convergences de plus en plus. C'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment. Deuxièmement, chez Marine Le Pen, il n'y a pas l'idée Dieu, famille, patrie. Et ça, c'est un élément important parce qu'elle a rompu, y compris avec son père. Ça, c'est incontestable. Jean-Marie Le Pen aurait pu reprendre ce mot d'ordre, parce qu'il venait d'une certaine sensibilité de l'extrême droite française. Elle a évolué là-dessus. Par exemple, vous le savez, elle n'a pas participé aux manifestations contre le mariage pour tous, et elle et une partie de son parti ont voté de mettre la défense de droit à l'avortement dans la Constitution. C'est considérable pour une famille politique comme celle de l'extrême droite. Donc elle a fait évoluer son parti pour des tas de raisons, peut-être par conviction personnelle, par opportunisme politique, y compris, et c'est un élément important, une partie de son électorat est un électorat jeune. Une partie de son électorat est jeune, y compris aux dernières élections européennes et législatives. Elle prend une partie du vote des jeunes, elle est même devant LFI. Attention, hein. Je vous rappelle que Glucksmann, dont on parle beaucoup, c'est 4% du vote des 18-24 ans qui vont voter. La majorité des jeunes ne votent pas, s'abstiennent. Mais ceux qui votent, 4% pour Raphaël Glucksmann, un des candidats les plus jeunes. Mais Marine Le Pen, enfin Bardella à l'époque, a effectivement un énorme succès, et pas auprès de n'importe quel jeune, justement les jeunes des petites villes, les jeunes avec un faible, qui ont été exclus de l'école très rapidement, des jeunes qui sont dans des situations professionnelles difficiles, ou au contraire, c'est l'autre enquête Montaigne qu'on a faite cette année, des jeunes qui au contraire sont dans une situation de travail stable. Du côté donc de Marine Le Pen, elle sait que cette jeunesse-là se contrefiche de ces questions. Donc, elle n'est pas sur ces positions. Ils ont des différences, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie et Rassemblement National, sur des sujets fondamentaux. Je n'en cite que deux. D'une part, la guerre en Ukraine. Giorgia Meloni soutient l'Ukraine contre son opinion publique. Elle envoie des armes. Je vous dirai pourquoi, si ça vous intéresse. Marine Le Pen et le Rassemblement National veulent arrêter la guerre au plus vite, d'ailleurs, comme la position de la Ligue en Italie. Et ça, c'est un élément de différence très important. Et du coup, Giorgia Meloni veut rester, au contraire, elle est pro-OTAN. Dans le programme du Rassemblement National, il y a la sortie de l'OTAN dès que ce sera possible. Donc c'est une position très différente. Et deuxième sujet de différence, c'est sur l'Europe. Elles sont critiques de l'Europe toutes les deux, mais le grand projet de Giorgia Meloni, qui est en train de se réaliser, c'est transformer l'Europe de l'intérieur, notamment sur deux sujets, l'immigration et le pacte vert, pour ensuite faire basculer plus l'Europe à droite et recouvrer plus de souveraineté nationale. Or, et du coup, ça veut dire une alliance avec, les partis de la droite classique. Et c'est ce qui est en train de se produire au sein du Parlement européen, ce qu'on appelle le Parti populaire européen, qui regroupe les différentes familles traditionnelles de droite, est en train de basculer sur ces deux sujets du côté de Mme Meloni. Tandis que Marine Le Pen, je termine là-dessus, du côté de Marine Le Pen, c'est une hostilité complète et pas d'accord du tout avec la droite classique, en tout cas pour le moment. Donc c'est deux logiques différentes. C'est une critique très dure de l'Europe, qui pour le moment est un peu atténuée, notamment sur la question de la monnaie unique, donc de l'euro, mais sur le reste, le projet est très fort chez le Rassemblement national d'essayer de réduire à la portion congrue l'Union européenne. Ce n'est pas du tout la même politique. D'ailleurs, les partis ne sont pas dans le même groupe au Parlement européen. Merci, c'est vraiment passionnant. J'ai à peu près encore 40 questions, mais j'ai le droit d'en poser une seule. Et je ne peux pas vous parler de la fabrique de l'enfant, mais heureusement, vous pourrez poser des questions derrière. Donc ma dernière question, c'est la semaine dernière, Donald Trump a présenté un document qui s'appelle la stratégie de sécurité nationale. Donc c'est quelques dizaines de pages qui ménagent la Russie et la Chine et qui accablent l'Europe. Donc selon ce document, l'Europe est frappée, donc, je résume, mais les citations sont celles-ci. L'Europe est frappée d'un effacement civilisationnel à cause de notre grand remplacement, de notre obsession pour l'asphyxie réglementaire ou encore de notre action face à la fable du changement climatique. Comme remède, Trump salue la montée en puissance des partis patriotiques. Donc le message est assez clair, c'est-à-dire que les États-Unis feront campagne pour la victoire de Viktor Orban en 2026 et probablement pour celle de l'extrême droite en France en 2027.
Comment aujourd'hui, en tant qu'historien, on regarde l'arrivée le retour d'ailleurs de Trump? Alors, effectivement, c'est fondamental. Cette déclaration est fondamentale et fondamental aussi un discours que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas encore lu, qui est le discours du vice-président américain Vance à Munich le 14 février dernier. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est de la peuplocratie en route vers la démocratie libérale. C'est-à-dire, j'ai gagné les élections. Le premier qui avait compris ça, c'est Alexis de Tocqueville au XIXe siècle, dans son voyage aux États-Unis, qui a donné de la démocratie en Amérique en utilisant cette formule, la tyrannie de la majorité. Vous avez gagné, je fais ce que je veux. C'est ce qui est en train de se produire aux États-Unis, avec tout ce que je vous ai dit, réduire le pouvoir des juges, s'attaquer, pas contre l'adversaire du Parti démocrate, dire que c'est des ennemis qui sont débiles, qui sont contre les États-Unis. Voilà, c'est cette idée-là. Et au niveau international, et notamment par rapport à l'Europe, c'est très simple. Il y a maintenant deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent. Il y a la conception que défend l'administration américaine, soutenue par les grands de la tech, que tu connais bien mieux que moi, Musk aussi, qui va jouer un rôle très important pour la désinformation, que vous avez repéré. Et retweeté par Medvedev. Exactement. Et l'idée, c'est justement, nous sommes les vrais démocrates. Nous avons gagné, nous sommes l'incarnation et l'expression du peuple, et donc nous devons faire ce type de démocratie en Europe, et nous ferons tout pour soutenir les partis qui sont d'accord avec nous. Et il y a une autre conception de la démocratie, certes, évidemment pleine de défauts, mais qui consiste à dire, attendez, nous, on est pour le pouvoir du peuple, mais aussi avec des contre-pouvoirs. Et on va prendre un exemple. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a deux conceptions. Les Américains, aujourd'hui, disent si on peut dire n'importe quoi, parce que nous sommes pour la liberté absolue. Et nous, en Europe, en tout cas une partie des Européens, disent non, nous, on a une autre conception de la démocratie. Et donc, il y a des Européens qui sont d'accord, tu as cité Orban, mais le Rassemblement national est dans une position ambivalente par rapport à ce que fait l'administration américaine. Giorgia Meloni, elle, le lendemain du discours de Vance à Munich, a dit « Je partage une grande partie de ce qu'a dit le vice-président américain, mon grand ami ». Donc, il y a des forces qui sont sur les positions américaines. Et donc, je vais faire une comparaison historique. Je sais qu'elle choque, mais au XVIe siècle, on a connu un schisme entre catholiques et protestants par rapport justement à la chrétienté. Nous sommes dans une période schismatique, c'est-à-dire qu'il y a un schisme sur deux conceptions de la démocratie entre ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, mais avec des gens au cœur de l'Europe qui sont d'accord avec la position américaine. C'est un enjeu fondamental des élections de 2027 en France, mais en 2027, on va voter en Italie et on va voter en Pologne. Donc sur ces trois grands pays européens, on va avoir effectivement un enjeu bien sûr très important sur la santé, sur le pouvoir d'achat, sur les migrations, sur la sécurité. Mais derrière cela, il y a un grand enjeu démocratique dont il faut prendre la mesure, chacun et chacune d'entre nous. Merci. Merci beaucoup. On va... Ouais, quand même. Avant de vous passer le micro pour que vous puissiez poser des questions, j'ai une question pour vous deux quand même, pour faire le lien quand même avec le Festival de Cinéma des Arts, où nous, on essaie justement d'inviter les sujets de société, mais quand même de les inviter par le biais de films. Tous les deux, est-ce que vous auriez un film qui, pour vous, a été justement le film qui vous a le plus fait réfléchir sur le sujet de la démocratie? Je leur avais pas dit que j'allais leur poser cette question, donc là, ils me détestent tous les deux. Voilà. Bon, après, vous pouvez réfléchir et on vous repasse le micro après, tu vois? J'ai pas un, mais moi, je pense beaucoup que les questions démocratiques passent par, en fait, les questions aussi sociales. Et donc, moi, ce serait le cinéma de Ken Loach directement, parce qu'en fait, je pense que par des biais, par l'humain, c'est ce qui te pousse à réfléchir à ce qui nous relie ou ce qui nous divise tous les jours. Je dirais ça, naturellement. J'ai une colle, là, moi, je joue mon joker. Mais je vais faire de la publicité pour un film qui va être présenté, qui est Z. Et je le dis parce que moi, je me rappelle, je l'ai vu, j'étais très jeune. Vous allez le voir peut-être, vous l'avez déjà vu? Alors, vous l'avez déjà vu. Et moi, je me rappelle, je suis un très vieux monsieur.
Le film, je crois, est sorti en 67. Et en France, je me souviens très bien, on allait voir ce film et pour la première fois, paraît-il, les spectateurs applaudissaient à la fin de ce film. Et ça, je me rappelle, les journalistes disaient ça, donc je suis allé là-bas et j'ai applaudi, moi. Mais j'ai applaudi parce que j'ai été convaincu par le film. Et en effet, Z, on va le projeter. Donc, c'est un film de Costa Gavras qu'on projettera à Bourg-Saint-Maurice, à la Seine. C'est lundi et c'est à un horaire un peu bizarre, mais c'est 13h. Et dans le prolongement de cette projection, il y aura justement un débat entre toi et Cyril Dion, qui sera animé par Guillaume Callot, ici présent. Et franchement, je pense que ce sera très intéressant. Et surtout, on se rend compte que des sujets qui étaient des sujets d'actualité en 67, finalement, le sont complètement aujourd'hui. Et on aura un autre film qui sera aussi très lié au sujet de la démocratie, même s'il y en aura plein pendant toute la sélection. Mais c'est un film qu'on va projeter jeudi au Centre Bernard Taillefer, qui s'appelle Orwell 2 et 2 font égale 5, de Raoul Peck. Et ça, la projection est à 9h30 et qui sera suivie d'un débat. Et ce sera un débat qui sera très chouette parce qu'en fait, les intervenants du débat, c'est les lycéens. Donc en fait on va faire une rencontre à la Cité scolaire lundi avec Léna et Adrien Rivière, un autre de nos experts sur la démocratie, et on va échanger avec vous et puis vous préparer aussi à cette prise de parole, et donc ce sera intéressant d'avoir une discussion directement avec vous finalement. Je vais vous faire passer le micro. Il y a des questions au fond de la salle. Alors attends, est-ce que comment je peux faire, est-ce que Valentin, trop sympa, merci. Oui, bonjour. Comment pouvez-vous nous aider à comprendre la coexistence de cette volonté de liberté absolue dans l'expression et sur la liste des mots interdits et des expressions interdites aux États-Unis? Oui, c'est une très bonne question. Ouais. Tu veux répondre? Non, vas-y. Non, mais... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des questions de démographie. Par contre, je peux vous répondre sur les termes d'information. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans les médias qu'il y a une espèce à la fois de peur immense. Moi, je travaille avec des auteurs donc, en Russie, au Bélarus, dans des pays où la démocratie est en train de basculer, comme en Géorgie. Et donc, on travaillait avec des auteurs parmi les plus grands écrivains américains. Et c'est vrai que quand Cometa s'est créé, c'était après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Il faut savoir qu'en 2 ans, le monde a basculé à une vitesse absolument phénoménale. Et en fait, les auteurs avec lesquels on travaillait aux États-Unis, donc qui sont vraiment parmi les plus grands écrivains américains, on a senti peu à peu l'espèce de sentiment de peur naître et l'impossibilité aujourd'hui d'écrire parce qu'ils ont peur des représailles. Et au sein des États-Unis. Et c'est-à-dire que les auteurs nous disent oui au départ sur un texte. Après, on dit mais vous n'avez pas idée des conséquences. C'est le risque de procès. C'est de devoir, en plus dans un système américain, donc la liste des livres interdits, d'ailleurs je l'avais noté parce que c'était dans les questions, c'est des centaines de livres, donc d'abord sur les questions de genre, sur les questions LGBT, sur les questions d'écologie, c'est La Servante écarlate, et donc il reste quelques auteurs encore courageux, mais en fait quand ils voient comment à l'étranger, si vous prenez des journalistes comme Anna Politkovskaya, qui a quand même été assassinée par Poutine le jour de l'anniversaire de Poutine. Hein. Elle a été assassinée dans son ascenseur, et en gros Poutine s'était fait un cadeau d'anniversaire. Et donc la vitesse là à laquelle les menaces arrivent, et je citerai parce que je pense que c'est intéressant pour répondre à votre question, là récemment, ce qui est interdit, donc les États-Unis viennent d'interdire de visa de travail toute personne qui a travaillé dans les domaines de la lutte contre la désinformation, la modération de contenu, la vérification des faits, la conformité et la sécurité en ligne. Là, l'administration Trump a lancé une section médias délinquants de la semaine sur le site de la Maison-Blanche et un panthéon des médias qu'ils n'apprécient pas. Nous... je vais te laisser répondre. Ouais. Parce que non, pardon. Comment on fait pour les faire en fait, ils restent partout. Enfin, nous, on continue à faire écrire, par exemple, des auteurs en Russie.
et au risque, au péril de leur vie. C'est-à-dire que nous-mêmes, en entrant en contact avec eux, donc par des VPN, on sait qu'on prend le risque de les faire arrêter. Donc ils sont évidemment classés comme agents de l'étranger, ils sont envoyés en prison. Et en fait, là, avec des auteurs américains, on ne sait pas à quelle vitesse les conséquences qui vont s'abattre sur eux vont être très dangereuses en fait pour leurs proches, et quand vous regardez ce qui s'est passé dans tous les pays avec lesquels on travaille, hein, c'est les posts, vous remontez les posts des réseaux sociaux. Donc en fait, vous n'avez pas forcément parlé maintenant, juste vous pouvez avoir dit oui pour une contribution avec un journal étranger, on remonte vos réseaux sociaux, vous êtes intimidé. C'est un vrai... Et pourtant, et franchement je le dis, dans tous ces pays-là, des journalistes continuent à s'exprimer. Et nous, notre travail, c'est vraiment justement de continuer à leur donner la parole, de leur donner les moyens d'avoir la parole aussi, les moyens financiers. Parce qu'évidemment, une des manières de vous faire taire au départ, c'est la peur, mais c'est aussi l'argent. Donc comment les gens... comment vous continuez, puisqu'on parle de cinéma, comment vous continuez à faire des films dans ces conditions-là? Et ça, c'est un enjeu qu'on a. Donc heureusement, il y a plein de personnes qui les aident à trouver de l'argent, à pouvoir s'exprimer, mais c'est un défi quotidien en fait. Et je te laisse la parole. Oui, non, ce sera très court. Les libertés académiques aussi sont menacées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui aujourd'hui font très attention à ce qu'ils écrivent, y compris dans des revues académiques, dans leurs mails. Donc c'est fou de penser qu'aux États-Unis on arrive à cette situation. Mais pour répondre précisément à votre question, le raisonnement est très simple. La liberté absolue pour ceux qui sont le peuple américain. Et justement, ces mots n'appartiennent pas, selon Trump et l'administration, au peuple américain, à l'identité américaine. Au contraire, ils détruisent, ils menacent l'identité américaine, puisque Trump considère qu'il incarne l'identité américaine et le peuple américain. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas des adversaires, c'est des ennemis. Donc, il faut les détruire. Ils n'ont aucune raison d'être. C'est impensable qu'ils puissent exister. Dans la logique trumpienne, c'est ça. Alors attention quand même, tout n'est pas accompli, on n'est pas encore basculé dans une dictature totale. On n'est pas en Russie, il y a une presse d'opposition, mais là encore, j'ai vu il y a 2 jours, il a attaqué le New York Times qui avait fait une révélation, enfin qui a fait une enquête sur son état de santé en disant que c'était absolument indigne et que ce journal n'a pas de raison d'exister, puisqu'il est contre Trump. C'est pas un adversaire, c'est des ennemis. Et encore une fois, les ennemis n'ont pas de possibilité d'existence. Et donc les mots de ces ennemis doivent être supprimés. Sur les visas d'entrée aussi pour les touristes et toutes les conditions mises, c'est incroyable. Oui, il paraît d'ailleurs qu'il y a une diminution de l'arrivée du tourisme. Oui, mais là, la semaine dernière, ils ont prévu une liste. On ira regarder tous vos postes, tout ce que vous avez dit depuis 10 ans, si je me souviens bien. Ouais. Intéressante, c'est où mettre l'ONU. Parce que si vous ne pouvez plus aller à la conférence de l'ONU, parce que vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis, parce que vous avez un visa iranien, afghan ou français demain. Alors, il y a eu quelques communistes célèbres qui ont pu rentrer, à commencer en France par Georges Marchais, par exemple, qui a eu le droit de faire un voyage aux États-Unis. Mais c'était un autre contexte et une autre administration. Question ici devant. Ouais. Merci. Du coup, pour revenir en France, est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi avec les institutions de la Ve République qui sont peut-être plus adaptées à la fois à la réalité internationale, mais aussi justement à la défiance du peuple envers les élites et envers le gouvernement, et du coup de peut-être passer une 6e République avec plus de participation, plus de consultation et au final plus de démocratie. Alors merci de cette question parce qu'effectivement elle est en train d'être posée. Ça permet de clarifier un point. Toute émergence du populisme, moi c'est dans le dernier livre que j'ai fait, ça m'a frappé, c'est toujours lié à 3 causalités. Historiquement. Après, le contenu de ces causalités peut varier dans le temps, bien sûr, mais c'est 1, des situations de défiance politique, 2, des situations de crise sociale, et 3, des phases où, en France, on s'interroge sur l'identité, qu'est-ce que c'est qu'être français, est-ce que la France est en déclin ou pas.
Aujourd'hui, oui, les institutions de la Ve République, manifestement, sont incapables d'entraver cette montée de la défiance qui est considérable. Chaque année, à Sciences Po, il y a une enquête qui est faite qui s'appelle le baromètre de la confiance politique, et on le fait de manière comparée avec, pour l'année 2025, l'Italie, dorénavant, ce sera systématique, et en 2025, c'était aussi l'Allemagne et les Pays-Bas. La France est le pays qui a aujourd'hui le plus haut taux de défiance, plus que les Italiens. Mais même en Allemagne, on voit cette défiance. Donc, effectivement, il y a une interrogation sur la Ve République. Et le problème, alors, si je le pose, j'allais dire de manière neutre, c'est d'un côté, est-ce que c'est parce que l'institution elle-même ne fonctionne pas, ou est-ce que les institutions sont à bout de souffle et il faut effectivement faire une 6e République, parlons clair, hein, comme le propose la France insoumise, qui est essentiellement. Voilà. Mais il y a un grand débat, je crois, au-delà de ça, et moi, c'est la thèse de mon livre, et même des deux, c'est l'idée que les populistes, à la fois, sont d'abord, c'est pas un problème, c'est l'expression d'un problème. Le populisme n'est pas un problème en soi, c'est l'expression d'un problème, et notamment un problème démocratique. Et donc, dans le populisme, il y a un aspect antidémocratique, au sens de critique de la démocratie telle qu'elle est, et en fait, une grande aspiration à la démocratie. Et je crois que ça c'est conforté par toutes les études qu'on a, où il y a deux sentiments contradictoires, notamment en France. Il y a d'un côté une aspiration à l'autorité, pour ne pas dire à l'autoritarisme. 38% des Français, dans une enquête qu'on a faite justement pour le baromètre de la confiance politique, disent « ce serait bien qu'on ait un leader qui se dispense du vote et du Parlement ». Et on a posé pour la première fois cette question, qu'est-ce que vous pensez si c'était l'armée qui dirigeait le pays ? Ben, vous avez un Français sur 4 qui dit « c'est pas mal ». Non, mais il faut le prendre en considération. Il y a d'un côté une aspiration à l'autorité. Et de l'autre côté, il y a exactement ce que vous suggérez, c'est-à-dire au même moment, il y a la volonté de plus de participation, d'être plus impliqué dans le processus de décision politique. Vous avez tout à fait raison. Et pourquoi ? Mais ça, on le sait depuis pas mal d'années, parce qu'on a une population qui a un niveau d'instruction beaucoup plus élevé, qui ne se satisfait plus d'attendre tous les 4 ans ou 5 ans, en France tous les 5 ans, pour pouvoir se prononcer et sanctionner éventuellement leurs députés ou les conforter ou en trouver d'autres. Et donc, il faut trouver d'autres formes. Alors, la question est très simple. Est-ce que ça passe par une 6e République ? En France, on est quand même un pays qui fait des records de constitution. Bon, ce n'est pas le cas de tous les pays. Est-ce que ça suppose des aménagements de l'institution, renforcer le pouvoir parlementaire? Est-ce que ça passe par plus de démocratie participative, c'est-à-dire de faire, par exemple, les tentatives qui ont été, il faut le reconnaître, engagées par Emmanuel Macron avec les fameuses conventions citoyennes, même si leur résultat n'a pas été, mais qui était une expérience. Certains disent non, il faudrait faire une démocratie directe, c'est-à-dire carrément supprimer les représentations parlementaires. C'est une question qui, d'après moi, est de plus en plus posée. Et ce qui est certain, c'est que la Ve République, au départ, a été conçue, selon moi, comme, avec le général de Gaulle, dans un contexte très précis, comme un moyen de résoudre une question très française. Et c'est quoi cette question très française ? C'est le fait que, d'un côté, nous considérons qu'il faut évidemment, et c'est nous qui l'avons inventé en Europe avec la Révolution française, donner le maximum de pouvoir au peuple par l'expression de la souveraineté populaire. Mais en même temps, il faut trouver un système de représentation. Et en France, la représentation est suspecte. Et ça date de la Révolution française. Et notamment de Robespierre. Ce n'est pas pour l'accuser, hein, pas du tout, mais c'est la tradition rousseauiste. C'est-à-dire à partir du moment, c'est dans le contrat social de Rousseau, à partir du moment où je délègue quelque chose, il y a une suspicion de trahison. Et la Ve République a été la résolution de cela pendant toute une période, c'est-à-dire on élit au suffrage universel direct, donc on règle la question du leadership, comme on dit de nos jours. On ne parlait pas comme ça en 58 et en 62, au moment de la réforme de l'élection au suffrage universel après référendum plébiscité par les Français, enfin relativement plébiscité. Deuxièmement, on fait ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé, qui n'a pas été très bien mis en pratique, c'est-à-dire le Parlement a un certain pouvoir, mais pas trop. Et troisièmement, il y a un rapport direct au peuple que faisait le général de Gaulle, par deux moyens. Les fameuses conférences de presse, pour les plus anciens, ils s'en souviennent, où le général de Gaulle ne s'adressait pas aux journalistes, il s'adressait, en plus il y avait ce nouvel instrument, la télé, et d'autre part par une pratique du référendum, et un référendum qui n'a pas été plébiscitaire, puisqu'en 1969 il le perd et il démissionne.
Ce que n'a pas fait quelqu'un qui s'est réclamé du gaullisme quand il a perdu le référendum sur la Constitution européenne, c'est-à-dire Jacques Chirac en 2005. Et ça a laissé des traces dans la tête des Français. Et aujourd'hui, la Ve République est presque un accélérateur de la personnalisation de la politique et d'une forme de populisme, parce que ça se focalise sur l'élection présidentielle. Et donc c'est un renversement historique du fonctionnement de nos institutions. Mais oui, on peut espérer qu'en 2027, on peut espérer qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a un vrai débat sur le type de réforme démocratique à faire, parce que, je répète, le populisme, ce n'est pas le problème, c'est l'expression d'un problème, et notamment un problème politique et institutionnel. Ouais, merci beaucoup. On voit bien à quel point en fait on est sur des sujets qui sont infiniment complexes. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de vous inviter tous les deux, qu'on a une troisième personne qui va nous rejoindre, qui est Adrien Rivière, qui viendra vous rencontrer les jeunes. En fait, c'est important de mettre des définitions sur des mots, de nous accompagner dans les films sur lesquels on aura des débats. Après, on va avoir un certain nombre de films qui parleront de démocratie. On aura aussi beaucoup d'autres films dans d'autres sections qui n'en parleront pas directement. Et l'idée, c'est de mettre de l'intelligence, mais qu'on reste connecté aussi quand même à la joie de voir des films, de se cultiver, d'être ensemble, d'être liés. Donc, je vous invite à bien profiter de ce festival. Il y a des séances dès cet après-midi qui sont en concurrence directe avec le beau temps. Je veux remercier tout particulièrement plusieurs personnes. Déjà, Valentin Chalandon qui a quand même fait l'enquête. Évidemment, les jeunes qui avaient répondu, les professeurs qui avaient relayé, Sobo pour de nous accueillir comme ça chaque année. Et puis, évidemment, nos deux experts, Marc Lazare, Léna Mauger, merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup.